À la fête, j'ai renversé du vin par terre. Juste une petite éclaboussure, un accident. Mais mon père s'en fichait. Sa main a claqué sur mon visage avant même que je puisse m'excuser. Je suis tombé par terre. Le sang a éclaboussé le marbre, et sa voix, plus forte que la musique, a secoué la pièce. Fille inutile. Dehors. Tout le monde s'est figé. Sauf mon frère. Il a détourné le regard. Je me suis relevée, tremblante. Ma joue me brûlait. Ma fierté me brûlait encore plus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis sorti. Mes talons résonnant dans le couloir comme des coups de feu que personne ne s'est arrêté pour entendre. L'air de la nuit était glacial. Les vitres de ma voiture se sont embuées alors que je conduisais en silence, ma main tremblante sur le volant. Quand je suis rentré chez moi, j'ai jeté mes talons dans l'entrée et j'ai regardé mon téléphone. 53 appels en absence, et pas un seul par inquiétude. Chacun devisait à me contrôler. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais plus rien à perdre. Les gens disent que l'héritage est un cadeau. Dans ma famille, c'était une arme. Les Jordan étaient la royauté de Boston. Mon père, Martin Jordan, dirigeait la moitié de l'immobilier commercial de la ville et agissait comme s'il possédait l'autre moitié. Mon frère, Cole, suivait docilement ses traces, intelligent. Posé et silencieux quand c'était le plus important. Et moi? J'étais la fille qu'ils aimaient présenter comme notre Benjamin avec un sourire poli et une poigne serrée sur mon coude. Comme s'ils craignaient que je dise quelque chose d'embarrassant. J'ai appris très tôt à ne pas trop parler, à ne pas prendre de place, à ne pas faire d'erreur. Ma mère est décédée quand j'avais 11 ans. Après cela, la maison est devenue plus froide que l'hiver. Mon père est devenu obsédé par l'idée de préparer Cole à devenir une personnalité publique et de contrôler tout ce que je faisais. Mes vêtements, mes études, mes paroles. Tout était mesuré à l'aune du nom Jordan. Je n'étais qu'un reflet. Et quand mon reflet ne lui plaisait pas, il le brisait. Pourtant, j'ai essayé. J'ai fait profil bas, j'ai eu des notes correctes. J'ai obtenu mon diplôme universitaire au printemps dernier et j'ai trouvé un emploi discret dans une organisation à but non lucratif qui aide les adolescents déplacés. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rien de scandaleux. Mais pour mon père, ce n'était pas un succès. C'était une faiblesse. Tu as renoncé à une place en faculté de droit, avait-il dit. En regardant ma lettre d'acceptation d'un air renfrogné comme si elle l'insultait. Tu veux aider les gens? Fais des dons d'argent. Ne gâche pas ta vie. Alors? Quand l'invitation au gala est arrivée, la fête annuelle de fin d'année de la Fondation Jordan, j'ai hésité. Je savais que je n'étais pas la bienvenue de la même manière que Cole. Je n'étais pas celle qui faisait des discours ou coupait des rubans, mais je me suis quand même présentée dans une robe noire que maman portait autrefois, sobre, respectueuse. Je voulais juste prouver que je pouvais y exister sans causer de problème. Le manoir était bondé, des lustres en verre, de l'argenterie polie. Des gens dont les noms de famille ouvraient des portes que le mien n'ouvrait jamais. Je souriais à des gens qui me regardaient à peine. Je versais du vin aux invités quand les serveurs étaient débordés. J'écoutais le rire tonitruant de mon père de l'autre côté de la pièce et je regardais Cole hocher la tête à ses côtés comme une ombre dotée d'un pouls. Et pendant quelques instants, j'ai presque cru que j'avais réussi. J'avais survécu à la soirée. Puis mon talon s'est pris dans le bord du tapis. Le vin a basculé vers l'avant au ralenti et a touché le sol en un large arc pourpre. Mon souffle s'est coupé, mon cœur s'est serré. Et puis il s'est retourné. La gifle est arrivée plus vite que la honte. Mais la vérité, c'est que la violence n'a pas commencé avec sa main. Elle a commencé il y a des années, avec la façon dont il parlait de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Avec chaque fois qu'il m'a traité de douce, de fragile, de jetable. La gifle a juste prouvé qu'il le pensait vraiment. La gifle a résonné plus fort que la musique. Ma tête a basculé sur le côté et j'ai reculé en trébuchant, le verre à vin se brisant sous mes talons. Perdant l'équilibre. J'ai goûté le sang avant même de réaliser que je saignais. Ma lèvre s'était fendue contre mes propres dents. Un filet chaud a coulé le long de mon menton jusqu'au marbre blanc. Pendant un instant, personne n'a respiré. Les yeux étaient rivés sur moi. Certains écarquillés par le choc. D'autres plissés par la curiosité. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit.
Comme s'il avait voulu le dire depuis des années et qu'il avait juste eu besoin de la bonne scène. La salle n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle n'a pas protesté. Elle a absorbé la violence comme si elle avait déjà tout vu. Mes joues me piquaient. Ma fierté s'est fissurée comme une côte, mais je ne me suis pas effondré. Je me suis tourné vers Cole. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, figé sur place, un verre de scotch à la main, le même que Père lui avait tendu plus tôt avec une tape fière sur l'épaule. Il m'a regardé. Puis il a détourné le regard. Pas de honte, de silence. Le genre de silence qui choisit la sécurité plutôt que la vérité. Il ne s'est pas avancé. Il n'a pas prononcé mon nom. Et cela, d'une certaine manière, a fait plus mal que la gifle. Parce que je ne lui demandais pas de se battre. Je voulais juste compter pour lui. La salle de bal brillait encore derrière moi alors que je sortais. Les lustres bourdonnaient. Les invités avaient repris leur murmure, parlant d'affaires, d'action et de vacances comme si le moment n'avait été qu'un incident, pas une blessure. J'ai traversé l'allée de gravier avec des mains tremblantes et les lèvres en sang. Mes talons raclant la pierre. Ma voiture était froide quand je me suis glissé à l'intérieur. Mes doigts tremblaient sur le volant. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté, une lame fendant des années de brouillard. Je voyais tout si clairement maintenant. Les dîners où j'étais invisible. Les anniversaires où je recevais une leçon de morale au lieu d'amour. Le conditionnement méticuleux qui m'avait appris que j'avais de la chance d'être ne serait-ce que toléré. J'avais pensé que cette fête pourrait être un pas vers la guérison. Au lieu de cela, ce fut le coup de grâce. Je suis rentré chez moi en silence, la neige tombant comme de la cendre dehors. Je pouvais encore entendre sa voix dans mon crâne. Fille inutile. Comme s'il l'avait gravée là. J'ai pressé mes doigts contre ma lèvre et j'ai grimacé. Le sang avait séché, mais la douleur restait. Quand je suis entré dans mon appartement, j'ai jeté mon manteau sur la chaise, enlevé mes talons et allumé la lumière. Mon téléphone s'est illuminé instantanément. 53 appels en absence de père, de Cole. De l'assistant de la famille, du domaine Jordan. Pas un seul ne disait « Est-ce que tu vas bien ?» Pas un seul ne demandait « Es-tu bien rentré ?» Je n'ai répondu à aucun des appels. Pas au début. Je suis juste resté assise à regarder les numéros sur mon écran. De ce ton sec et crispé qu'ils utilisaient quand ils essayaient de faire disparaître un problème. J'ai jeté le téléphone, écran vers le bas, sur le canapé, mais il a vibré encore et encore. Un message vocal a finalement réussi à passer. Allait, la voix de mon père, froide, posée. La nuit dernière était regrettable, mais les accidents arrivent. N'exagérons pas les choses. Tu t'es mise dans l'embarras. N'embarrasse pas davantage cette famille. Regrettable. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Pas une agression, pas une humiliation. Pas le fait de saigner devant 50 personnes pendant que mon propre frère détournait le regard. Non, c'était un inconvénient pour lui. Un contretemps de relations publiques. Je l'ai écouté 2 fois, essayant de déceler la moindre trace de remords. Il n'y en avait aucune, juste un avertissement enrobé de diplomatie. Un autre texto est arrivé de Cole. Nous devrions parler. Peut-être que tu as mal interprété le moment. Ne laisse pas les émotions ruiner ce qui reste. Ce qui reste de quoi? De ma dignité? Le mascara coulant à cause du vent et de la sueur. Je ressemblais à une version fantomatique de moi-même. Puis j'ai vu autre chose. Coincé derrière une bougie poussiéreuse sur mon étagère. Enfoui sous des années de souvenirs ignorés, se trouvait un petit carnet à spirale avec une couverture verte délavée. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et je l'ai ouvert. Mon vieux journal de lycée. Mais il n'était pas rempli de rêves ou de béguins. Non, c'était un registre. Que ça me donnait l'air de pleurer mon propre avenir. Cole a eu une Rolex. J'ai eu le silence. Père a dit aux invités que j'avais abandonné l'université. Ce n'était pas vrai. Page après page. Je l'avais écrit parce que j'avais besoin d'une preuve, au moins pour moi-même, que je n'imaginais pas les choses, que je n'étais pas folle ou hypersensible, qu'il y avait un schéma, un système. J'ai tourné à la dernière page, vierge jusqu'à présent.
J'ai attrapé un stylo et j'ai griffonné en haut, la nuit où il m'a frappé. Puis lentement, délibérément, j'ai commencé à écrire. Où ça s'était passé, qui était là, ce qu'il avait dit, ce que Cole n'avait pas dit. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Parce que j'avais passé toute ma vie à me faire toute petite, à me réduire pour survivre. Maintenant, enfin, je sentais quelque chose changer. J'en avais fini de survivre. Le lendemain matin. Juste somnolé par intermittence, serrant le carnet vert comme s'il pouvait me maintenir ancré. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Plus d'appels du domaine. Un courriel laconique de la représentante en relations publiques de la famille, une certaine Dana que je n'avais rencontrée que 2 fois, nous espérons que cela pourra être résolu discrètement. J'ai claqué l'ordinateur portable et je me suis levé. J'avais besoin de respirer, de réfléchir, de m'échapper de la chambre d'écho de mon appartement avant de m'y noyer. Alors, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit, pas vers le travail, pas vers la salle de sport, mais vers un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des années. Leia, la sœur cadette de mon père. La femme qu'il ne mentionnait jamais sans que cela soit suivi des mots imprudentes, émotives ou honte. La femme qui avait disparu des réunions de famille plus d'une décennie auparavant. Je me souvenais de murmures selon lesquels elle avait refusé d'épouser l'homme que Martin avait choisi pour elle. Qu'elle avait vendu son héritage pour financer une organisation à but non lucratif dans le Vermont. Qu'elle lui avait dit lors d'une dernière dispute hurlante, « Ton royaume est bâti sur la peur ». C'était la seule adulte qui lui avait jamais tenu tête. Et j'avais besoin de quelqu'un comme ça maintenant. Elle vivait dans un tranquille immeuble en grès brun juste à côté de Davis Square. L'interphone portait encore son nom, L. Jordan. Mes doigts ont plané dessus, puis ont appuyé. Une longue pause, puis une voix. « Allô ? C'est Allais, ai-je dit, la voix brisée. Je ne sais pas si vous... » Montez, dit-elle, et la porte s'est ouverte avec un bourdonnement sans un mot de plus. L'appartement était chaleureux, encombré, habité. Des livres partout. Des photos de chiens et de montagnes. Et elle était là, debout près de la fenêtre avec une tasse à la main. Les mêmes boucles rousses, maintenant parsemées d'argent. Les mêmes yeux vifs. Le même feu de défi dans sa colonne vertébrale. « Je t'attendais, dit-elle simplement. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté, la gifle, le silence, les messages vocaux. La pression pour que je me taise. Elle n'a pas bronché, n'a pas scié. Quand j'ai eu fini, elle m'a versé du thé et a dit, « Tu sais, ton père m'a frappé aussi une fois. Pas avec sa main. Avec ses mots. À plusieurs reprises, publiquement, jusqu'à ce que je commence à le croire. Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle a souri. Je suis parti. Puis j'ai construit une vie si solide qu'il ne pouvait pas l'ébranler avec un seul mot. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis elle a ajouté, « Ils veulent ton silence, Allais. Parce que ta voix est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Et d'un coup, j'ai su que je n'étais pas venu ici pour m'échapper. J'étais venu ici pour commencer. Leia m'a fait de la place dans la chambre d'amis. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un lit simple, une étagère de travers et une vue sur la ruelle. Mais c'était le premier endroit où je me sentais en sécurité depuis des jours. Elle ne m'a pas demandé de m'expliquer à nouveau. Elle m'a juste laissé avec une couverture et une simple phrase. « Demain, on commence. » Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. J'ai juste hoché la tête. Le matin, le plan a commencé avec du café et une imprimante qui se bloquait toutes les 3 pages. Leia a sorti des dossiers d'une boîte de rangement étiquetée Jordan, Martin, juridique. À l'intérieur se trouvaient des courriels, des lettres, d'anciens relevés financiers. Tous datés d'il y a des années, mais qui peignaient tous le même tableau, un homme obsédé par le pouvoir, l'intimidation et le silence. Il a déjà fait ça, a-t-elle dit en feuilletant un document. À moi, à d'anciens employés, à au moins un ex-partenaire commercial qui a mystérieusement trouvé un accord avant le procès. Elle a levé les yeux. Tu penses que ta gifle était personnelle ? C'était un schéma. J'ai dégluti difficilement. Mon téléphone a de nouveau vibré, atteignant maintenant 97 appels en absence. Le dernier texto était court. Dernier avertissement. Laisse tomber ou tu en subiras les conséquences. MJ. MJ. Mon propre père se désignait maintenant comme une marque.
Pas papa, pas même Martin. MJ. Ça ne me faisait pas peur. Plus maintenant. Ça a juste durci quelque chose en moi. Léa a montré mon carnet vert. Ça, c'est ton noyau. Maintenant, nous construisons autour. Heure, lieu, témoin, tout ce dont tu te souviens. Même si ça semblait insignifiant. Nous avons commencé à écrire « Le gala », la collecte de fonds de l'automne dernier où il a dit à un journaliste que j'étais entre deux emplois. Le Noël où il a offert à Cole une nouvelle voiture et m'a dit « Ta présence suffit. Sois reconnaissante. » Le message vocal. Je l'ai enregistré, sauvegardé, copié. Nous avions une chronologie complète sur sa table de salle à manger, surlignée, horodatée, sourcée. Puis elle a glissé son ordinateur portable vers moi. « Tu devrais voir ça », a-t-elle dit. C'était une feuille de calcul provenant d'une fuite. Des transferts immobiliers. L'un a attiré mon attention. Une propriété en bord de mer à Cap Ann transférée à une fiducie offshore 3 jours après le gala. Un mouvement soudain, paniqué. Il cachait des actifs, se préparait aux retombées. Il a peur. Ai-je murmuré. Léa a hoché la tête. Ils le sont toujours, mais seulement quand ils réalisent que tu n'es plus une petite fille. Cette nuit-là. Je me tenais dans le couloir devant la chambre d'amis, regardant une photo encadrée d'elle adolescente, plus jeune, plus douce, mais avec toujours cette lueur de rébellion. Je me demandais si j'avais ça en moi. Puis j'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. Meurtri, fatigué, mais debout. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un simple message à un ancien professeur de journalisme que j'admirais autrefois. Que savez-vous sur la publication d'une vérité qu'ils ne veulent pas voir racontée? Envoyé. L'invitation est arrivée sous la forme d'un courriel. Objet, parlons. De Cole. Pas de mon père. Il était rédigé avec le vernis habituel des Jordan, professionnel, distant, ferme. Rencontrons-nous. Papa veut mettre les choses au clair. Juste nous trois. Pas de drame, pas de médias. Nous pouvons arranger ça. Arranger? Comme si j'étais un robinet qui fuit. Je l'ai regardé pendant un moment, puis je l'ai montré à Léa. Vas-y, dit-elle. Pas pour eux, pour toi. Va voir qui ils sont vraiment quand le masque tombe. Nous avons choisi un lieu neutre, une salle privée dans un cabinet d'avocat du centre-ville. Pas de serveur, pas de caméra, juste 4 murs. Des néons et un silence assez épais pour être mâché. Je suis arrivé la première. Cole est entré ensuite, portant un manteau bleu marine qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il a hoché la tête, sans me regarder dans les yeux. Puis est arrivé mon père, Martin Jordan, flanqué de son assistante, qui lui a discrètement tendu un dossier et est parti. Allez, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face de moi comme un roi prenant place sur son trône. Tu as l'air fatigué. Je n'ai pas répondu. Cole s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour arranger les choses. Martin s'est penché en avant. Tu as fait une erreur. C'est pardonnable. Mais ce que tu fais maintenant, rendre cela public, impliquer Léa. Fouiller dans les dossiers financiers, c'est imprudent. Frapper sa fille devant une centaine de personnes l'est aussi, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. C'était un moment de frustration. Tu m'as traité d'inutile. Tu m'as humilié. J'ai ri, un petit rire amer. Tu m'as frappé en public et c'est toi qui es embarrassé? Cole a finalement parlé. Allez. Personne ne dit que c'était bien, mais il y a une façon de gérer ça sans faire exploser la situation. Il n'y a pas de façon propre de gérer les abus, Cole. Martin a fait glisser le dossier sur la table. Ceci est un accord de non-divulgation, a-t-il dit. Signe-le et nous passons à autre chose. Tu obtiens un dédommagement. Discrètement. Avec dignité. Dignité. Il utilisait ce mot comme si c'était une marchandise qu'il pouvait me racheter. Je ne signerai rien, ai-je dit. Et je ne resterai pas silencieuse. Ses yeux se sont aiguisés. Nous ne voulons pas aller aussi loin. Je me suis tourné vers lui. Le laisserais-tu frapper ta femme? Il a tressailli. Ta fille? Plus de silence. Et maintenant tu me demandes de protéger l'homme qui l'a fait. La voix de Martin est tombée dans un grondement sourd.
Ton comportement a toujours été émotif, dramatique. Léa t'a appris ça. Tu penses que Léa peut te protéger? Tu reviendras. Tu reviens toujours. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Tu ne me connais pas du tout. Et c'est la seule raison pour laquelle tu pensais que je resterais silencieuse. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Le silence derrière moi était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Dehors, je me tenais sous le ciel gris, mon souffle se condensant en buée dans l'air hivernal. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de libération. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Maintenant, j'étais libre de le montrer au monde. Je ne suis pas rentré chez moi après la réunion. Et nous avons commencé. Tout ce que nous avions rassemblé, les enregistrements, le message vocal, les anciennes entrées de journal, le transfert soudain de propriété, avait été trié. Horodaté et sauvegardé sur 3 disques chiffrés. Léa s'est occupée de la logistique technique. Je me suis occupé de la voix. Cette nuit-là, j'ai écrit la vérité, pas seulement sur la gifle, mais sur les années qui l'ont précédée. J'ai écrit sur ce que c'était que de grandir invisible dans une famille obsédée par les apparences. D'entendre dire que j'étais trop sensible, trop émotive. J'ai raconté l'histoire que chaque famille parfaite espère que personne ne racontera jamais. Puis nous avons appuyé sur envoyer. Un journaliste d'investigation, un des anciens contacts de Léa, avait accepté de publier l'article. Il a vérifié les documents, recoupé les transferts financiers, fait correspondre mes notes de journal avec les registres immobiliers, les déclarations fiscales. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'avais pas de billets. Je n'en avais pas besoin. Le lieu était fait de verre et d'or. Niché dans un hôtel au sommet d'une colline où les riches se portaient un toast les uns aux autres pour faire semblant de s'en soucier. Je portais un simple manteau noir et je suis entré dans le hall comme si j'y avais ma place, parce que c'était le cas. Pas dans leur monde, mais dans la vérité. À l'intérieur de la salle de bal, les lumières scintillaient au-dessus de nos têtes et les serveurs flottaient avec du champagne, des rires, des talons qui claquent, du cristal qui teinte, tout comme la nuit de la gifle. Sauf que cette fois, c'était moi qui tenais l'allumette. De l'autre côté de la pièce, je l'ai vu, Martin Jordan, sur scène, prononçant un discours sur la dignité et les valeurs familiales. Les flashs des appareils photo crépitaient, les gens applaudissaient. À exactement 20h05, les téléphones ont commencé à vibrer. 1, puis 5, puis des dizaines. Les écrans se sont allumés avec les dernières nouvelles. Exclusif, l'empire de la famille Jordan sous surveillance après des allégations d'abus et de malversation financière. Le Boston Standard. L'article a frappé fort. Nom, date, document, audio, même le message vocal, n'embarrasse pas davantage cette famille. La salle a ondulé. Les murmures se sont élevés comme une vague. Un donateur est sorti, puis un autre. La voix de Martin affaiblit. Il a jeté un coup d'œil à son assistante, qui était pâle et composait déjà un numéro sur son téléphone. Cole se tenait près du rideau latéral, les poings serrés, la mâchoire tendue. Puis Martin a craqué. C'est une campagne de diffamation. Elle est instable, vindicative. Mais les microphones étaient toujours allumés et les caméras tournaient toujours. Pour une fois, le monde a vu ce que j'avais toujours vu. Je n'ai pas attendu le reste. Je pensais être la seule. Vous m'avez fait me sentir moins seul. Martin avait bâti son monde sur le silence. Ce soir-là, j'avais transformé ce silence en tempête. J'ai emménagé dans un minuscule appartement au-dessus d'une librairie 3 semaines plus tard. Une chambre, des murs en briques, pas de sol en marbre, pas de lustres importés. Juste l'odeur des vieilles pages et le bruit du vent qui faisait vibrer les fenêtres. Ce n'était en rien comparable au domaine des Jordan, ce qui signifiait que c'était tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi où placer mes meubles. J'ai choisi les couleurs des murs. J'ai choisi le silence, et pas celui qui m'était imposé par le pouvoir. Mais celui qui ressemble à la paix. Le cycle des nouvelles a été rapide. En quelques jours, Martin faisait l'objet d'une enquête pour malversation financière. Les sponsors se sont retirés. Les membres du conseil d'administration ont démissionné. Cole est devenu silencieux. Il a envoyé un seul courriel, « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches ». Je n'ai pas répondu.
Léa venait me voir tous les dimanches. Elle apportait du thé, de nouveaux livres et des histoires qui me faisaient rire jusqu'à ce que je me souvienne que je le pouvais. Un matin. J'ai ouvert une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note écrite d'une écriture acérée et inconnue. Tu as détruit la famille. J'espère que tu es fier. Je l'ai plié lentement et l'ai jeté à la poubelle. Parce que je n'étais pas fier. J'étais libre. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour femmes du centre-ville. J'animais des ateliers d'écriture, j'aidais les survivantes à façonner leurs histoires, non pas pour les tribunaux, mais pour la guérison. L'une d'elles m'a demandé. Comment as-tu su qu'il était temps de parler? Et je lui ai répondu, quand le silence a commencé à ressembler plus à leur voix qu'à la mienne. Cette nuit-là. Je me suis assise près de ma fenêtre, les genoux ramenés contre ma poitrine, regardant la ligne d'horizon de Boston clignoter derrière le brouillard. Quelque part en bas, la vie continuait. Les gens se dépêchaient d'aller dîner. Des rires résonnaient entre les bâtiments. J'ai siroté mon thé et j'ai pris mon vieux carnet. La première page disait toujours « La nuit où il m'a frappé ». Mais la dernière page était vierge. Je l'ai ouverte et j'ai écrit « C'est la première nuit où je n'ai pas l'impression de devoir me justifier auprès de qui que ce soit ». Puis j'ai fermé le livre. Non pas pour oublier, mais pour aller de l'avant. Parce que je n'étais plus sa fille inutile. Je ne l'avais jamais été.